Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 2 threads d'horreur de Reddit. Le petit format assez chill, j'avais envie de le faire parce que je suis tombé sur 2 histoires qui sont assez particulières dans le sens où il ne se passe pas forcément grand chose dans les histoires. C'est pas forcément sur la longueur, mais je trouvais qu'elles montraient quelque chose, en tout cas un traumatisme qui est juste infernal pour ceux qui ont vécu ces threads là. Vous comprendrez rapidement une fois que vous aurez entendu ces 2 histoires. Je pense que vous serez d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, c'est vraiment très important. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous invite également à me suivre sur Instagram pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si vous souhaitez soit suivre mon aventure quand j'éteins ma caméra, ou alors si vous souhaitez m'envoyer une histoire mystérieuse, quelque chose de flippant qui vous est arrivé, ou alors même des suggestions concernant des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo. C'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à écouter ces histoires, et on est parti pour découvrir ensemble ces threads d'horreur de Reddit. Dans ce premier récit, nous allons suivre le témoignage de Marie. Marie nous dit que son témoignage s'est passé aux États-Unis durant l'été de l'année 2015. À cette période-là, elle était diplômée de son lycée et la prochaine étape, c'était de partir à l'université. Elle nous dit plusieurs choses pour contextualiser un petit peu la situation. Elle nous dit déjà que, et peut-être que vous le saviez, que les études aux États-Unis, ça coûte très cher. Et il y a autre chose qui est assez différent de la France, c'est que si on se trouve dans une région où les lycées, les écoles, et non pas les universités sont assez réputées, et bien ceux qui vivent dans cette région vont payer plus de taxes. Pourquoi? Parce que là-bas, on considère que, vu que tu es dans une région où le lycée est plutôt bien coté, c'est-à-dire qu'il permettrait d'accéder à une très bonne université, et bien c'est légitime de payer plus de taxes qu'une zone où les lycées n'ont pas bonne réputation. Donc de base, Marie vivait avec ses parents dans une zone où les lycées étaient plutôt cotés, donc ses parents payaient beaucoup de taxes. Sauf que ses parents, eux, avaient prévu le coup, ils étaient ok pour que leur fille accède à un niveau d'études de très bonne qualité, mais par contre dès qu'elle allait partir à l'université, donc avoir probablement son propre logement, les parents eux n'avaient plus aucun intérêt de payer ces fameuses taxes qui étaient assez élevées, donc ils se disaient dès que les études du lycée de leur fille sont terminées, ils déménagent. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de quitter la ville où ils étaient pour partir un peu plus dans la campagne. Marie, elle était aux anges, parce qu'elle avait connu la ville toute sa vie, elle allait continuer de la connaître pendant ses études et au moins avoir le logement de ses parents qui se trouvait en campagne, ça lui permettrait, quand elle allait dans le futur rentrer le week-end, de se détendre et de voir un autre paysage. Les parents ont déménagé dans une zone assez montagneuse, avec beaucoup de verdure, des forêts, quasiment au milieu de nulle part, c'est pour dire les plus proches voisins se trouvaient à quelques kilomètres. Nous sommes donc en août 2015. Le déménagement a été fait, Marie vit encore avec ses parents avant sa rentrée pour l'université. Elle devait bientôt partir et pour fêter un petit peu cette nouvelle étape dans la vie de leur fille, les parents ont décidé de faire une petite fête, invitant des amis de la famille et Marie évidemment a pu amener sa meilleure amie. Au programme, barbecue à la belle étoile, la soirée se passe merveilleusement bien, tout le monde passe un bon moment, il y a même un petit feu de camp qui est dressé dans le jardin et qui est très grand, donc vraiment, meilleure soirée de la vie de Marie pour le moment. Mais les choses vont changer. On est dans la campagne, donc évidemment l'éclairage n'est pas très présent. Les seules lumières qui éclairent le jardin sont quelques lumières de la maison et également la lumière émise par le feu de camp. Tout le monde mange, tout le monde rigole, tout le monde passe un très bon moment. Et on arrive vers la fin de la soirée. Il est prévu que la meilleure amie de Marie dorme sur place, mais les invités, eux, rentrent chez eux. Voulant prolonger un petit peu quand même ce très bon moment, Marie demande à ses parents si elle peut rester avec son amie à côté du feu de camp. Les parents n'y voient aucun inconvénient, donc eux, ils partent à l'intérieur de la maison pour ranger tout ce qui a été utilisé pour la fameuse soirée avec les amis, c'est-à-dire toute la vaisselle, la petite enceinte qui avait servi à faire de la musique, ce genre de choses. Ils n'allaient pas se coucher, ils allaient commencer à nettoyer un petit peu, mais à l'intérieur de la maison. Donc à l'extérieur, il n'y a que Marie et son amie. Elles se sont pris quelques chamallows pour les faire griller près du feu. Elles parlaient ensemble, elles rigolaient. Et ce que Marie nous dit, c'est que sa maison est entourée en fait de forêt. Donc derrière le feu, au bout de son jardin, il y a une forêt. Et rappelez-vous, il fait extrêmement sombre. On est en pleine nuit, donc on ne voit rien du tout de ce qu'il y a dans la forêt. Peut-être que vous commencez à sentir le truc venir. Je pense que
Vous avez quelques doutes, mais vous n'imaginez pas à quel point la situation va être dramatique. Donc Marie et son ami sont assises, dos à la forêt. Déjà, Marie précise que ça, elle n'aurait jamais dû le faire. Elles auraient dû se mettre face à la forêt au cas où, mais évidemment, quand on a passé une bonne soirée, on pense pas que quelque chose de grave peut se produire. Les deux amies parlent, en mangeant leur chamallow. Elles vont aller dans la même université ensemble, donc elles sont très heureuses. Elles n'ont qu'une hâte, c'est d'aller faire leurs études, de vivre pleinement leur vie d'étudiante. Elles rigolent. Vraiment, c'est une soirée parfaite et le futur semble tout aussi parfait. Il faut savoir que Marie et sa famille ont un chien. Un énorme chien. C'est un chien qui est un chien croisé entre un labrador et un pitbull, donc un énorme chien qui est en quelque sorte le gardien de la maison. Il court très vite, il est très puissant et à la moindre alerte, il prévient tout le monde qu'il y a un problème. Le père de Marie est un chasseur, il a l'habitude d'emmener le chien chasser. C'est vraiment un chien qui est pas peureux du tout. Ce chien est tranquillement posé à côté des deux jeunes filles, et à un moment donné, il se réveille, il se dresse un peu, et il commence à grogner. Dans un premier temps, Marie et son ami ne réagissent pas, parce que on est dans la forêt, et ça arrive qu'il y ait des animaux qui passent dans les bois, et que le chien réagisse. Le chien, au bout d'un moment, arrête de grogner, donc les deux amis pensent que c'était effectivement un animal qui passait par là, et après encore quelques minutes, le chien se remet à grogner. Et là, plutôt que d'appeler les parents pour dire que le chien a un comportement étrange, parce que si le chien grognait, il était admis qu'il y avait quelque chose. Eh bien les deux jeunes filles ont décidé d'en avoir le cœur net par elles-mêmes. L'amie de Marie se lève et elle sort son téléphone portable. Elle allume la lampe de son téléphone et elle commence à regarder derrière, elle essaie de voir s'il y a quelque chose dans la forêt qui se trouvait juste derrière le feu de camp. Elle ne voit rien. Dans un premier temps, elle parcourt de gauche à droite l'ensemble des arbres qui se tiennent devant elle et sans lumière, elle ne voit rien. Et à un moment donné, elle tombe sur quelque chose. Il y a une silhouette, la silhouette d'un homme qui se tient juste derrière un des arbres. Marie voit également la silhouette et elles n'ont pas la réaction de partir en courant tout de suite. La réaction qu'elles ont, c'est de se figer et de regarder la silhouette dans le sens où leur regard est attiré par cet événement étrange. Donc elles restent là, à regarder, elles n'ont aucune pensée à ce moment-là. En fait, elles sont tellement surprises, elles n'ont pas forcément peur à ce moment-là, mais elles bougent pas. Comme quand on voit quelque chose d'inhabituel, notre première réaction c'est de se figer le temps que notre cerveau comprenne un peu ce qui se passe. Et alors que la lumière du téléphone est pointée vers la silhouette de l'homme, l'homme, lui, sort un peu de sa cachette et ça permet aux deux jeunes filles de distinguer un peu plus comment il est. Il a des vêtements très étranges. Il a un haut et un bas vert qui semblent parfaitement assortis. C'est quand l'homme a souri aux deux jeunes filles que là, elles ont pris peur. Elles se sont précipitées à l'intérieur de la maison, suivies par le chien qui refermait la marche pour les protéger. Une fois à l'intérieur de la maison, rapidement dans la cuisine, Marie et son ami tombent sur les parents de Marie qui est en train de parler d'actualité, d'un reportage qui a été passé à la télévision. Et tout de suite, Marie dit ce qu'elle a vu un homme qui se trouvait dans la forêt juste derrière le jardin. Elle se sentait presque malade en disant cela, tellement la peur lui était tombée dessus d'un coup net, elle avait presque envie de vomir. Et son père, lui, ni une ni deux, a pris son fusil de chasse et il est sorti. La mère immédiatement a appelé la police. Marie pensait qu'elle allait entendre un coup de feu et que le père allait abattre ou blesser l'homme qui s'introduisait sur la propriété, mais il n'en a rien. Il n'y a rien eu à part un silence et la voix de la mère qui était au téléphone avec la police. Marie ne sait pas ce que la police a dit à la mère, mais la mère a eu une réaction bizarre. Au téléphone avec la police, quand elle a dit ce qu'il se passait, elle a dit quelque chose du type « Oh ». Quelque chose de pas rassurant du tout. La police a mis un peu de temps à venir parce que Marie explique que, étant dans une ville avec très peu d'habitants, il n'y a pas en fait de service de police associé à sa ville. C'est la police d'une autre ville qui doit venir. Sauf que quand la police arrive, elle est très surprise de nouveau parce qu'elle pensait avoir affaire à 1 ou 2 agents. Mais pas du tout. Une dizaine d'officiers de police viennent, accompagnés également d'une équipe. Alors elle n'est pas sûre vraiment si c'était bien ça, mais une équipe du style SWAT, des policiers d'élite qui étaient armés, vraiment comme s'il y avait un énorme danger. La police rentre dans la maison, ils demandent où se trouvait l'homme. Le père, lui, avant que la police n'arrive, était revenu. Il n'avait pas trouvé l'homme à l'extrémité de son jardin. Donc plutôt que de s'aventurer dans la forêt et dans la pénombre, il a préféré revenir dans la maison. La police demande donc comment était l'homme, est-ce qu'on peut leur faire une description physique. Donc les deux jeunes filles disent bien que l'homme avait des vêtements verts qui étaient assortis en haut et en bas. Et là, automatiquement, beaucoup d'officiers de police ainsi que les fameux policiers d'élite se précipitent dans la forêt.
Plusieurs agents de police restent avec la famille et leur expliquent la situation. La situation est la suivante et vous allez voir, elle est effrayante. La police dit qu'il y a très peu de temps, un homme s'est échappé de prison. Il a fui vers les bois, dans la zone montagneuse où se trouve la maison de Marie et de sa famille, et qu'il n'a pas encore été retrouvé, mais que la police est activement à la recherche de cet homme. Il y a eu une coïncidence ce soir-là également, c'est que rappelez-vous, Marie, quand elle a débarqué dans la maison pour prévenir ses parents parlaient de quelque chose qu'ils avaient vu durant un reportage. Et bien la chose dont ils parlaient, c'était justement les journaux télévisés qui parlaient de la fuite de l'homme qui a été vu par Marie et son ami. La police a fait un périmètre autour de la maison et autour de la forêt, ils ont ratissé la forêt, mais malheureusement, ils n'ont pas retrouvé l'homme à ce moment-là. La police voulant assurer la sécurité de la maison, on dit qu'il y aurait plusieurs voitures de police qui seraient patrouillées devant. La famille, elle, a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil ce soir-là, ils ont tous dormi dans le salon et le père, lui, était en quelque sorte le gardien, il est resté éveillé toute la nuit pour s'assurer que l'homme n'allait pas revenir, il avait son fusil de chasse et son chien proche de lui. Et plus tard, cette semaine-là, quelqu'un a frappé à la porte de la famille de Marie. C'était un officier de police qui venait donner quelques nouvelles. L'homme qui a été vu par Marie et qui était en fuite a finalement été arrêté par la police et était de retour en prison. Évidemment, toute la famille était très heureuse d'apprendre cette nouvelle, mais la police a quand même dit qu'il fallait mieux installer des caméras de sécurité au cas où que ce genre de situation ne se reproduise. Non pas qu'il y ait quelqu'un qui s'évade de prison, mais qu'il y ait en tout cas des personnes mal intentionnées qui cherchent à s'introduire dans la maison par la forêt. C'est ce que les parents ont fait, ils ont investi une belle fortune pour sécuriser la maison un maximum. Ils ont également mis des clôtures pour séparer la forêt de la maison, qu'on ne puisse pas regarder à l'intérieur directement au travers de la forêt. Si jamais on veut aller dans la maison, il faut l'escalader, ce qui n'est pas chose aisée. Marie est ensuite plus tard partie à l'université, elle n'a jamais oublié cette histoire, mais quelque chose l'a effrayée à son début de cursus, parce qu'elle se posait quelques questions concernant cet individu. Elle se demandait de quoi l'homme qui s'était enfui de prison était accusé initialement. Et bien il se trouve que cet homme était accusé de plusieurs meurtres au premier degré. Donc si jamais Marie et son ami n'avaient pas eu le réflexe de partir immédiatement après avoir vu l'homme, peut-être que le pire aurait pu se produire. La suite de la vie de Marie, en tout cas jusqu'à présent parce que Marie n'est pas décédée, s'est passée plutôt bien. Elle a indiqué qu'elle s'était mariée en 2022, donc très récemment, on lui souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Mais triste nouvelle dans cette histoire, c'est que son chien, ce fameux chien gardien, est décédé justement la même année. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce chien, le chien de Marie, était un véritable héros. Je vous l'avais dit, c'est une histoire vraiment incroyable. On va dire que le thème abordé de quelqu'un qui s'introduit dans une maison, qui se cache dans une forêt avoisinante, etc. c'est quelque chose, je crois, qu'on a déjà pu voir dans d'autres threads que j'ai pu raconter sur la chaîne. Mais les révélations de fin d'histoire, ça par contre, je crois que c'est du jamais vu sur les threads Reddit que j'ai pu faire. Et c'est ça qui m'a motivé à vous raconter cette histoire parce que, vous savez, on a des fois, quand on vit une situation le soir, un certain temps après l'avoir vécu, on se dit tiens j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, etc. Et là on a typiquement ce cas là, mais dans le domaine de l'horreur, c'est-à-dire que on va cogiter non pas à ce qu'on aurait dû faire, mais à ce que l'autre aurait pu faire. Quand on sait que l'homme rencontré est quelqu'un qui a tué, mais en plus qui a tué plusieurs fois. C'est quelque chose à te faire peur, je pense, pendant plusieurs jours, et je ne douterai pas que Marie et sa famille ont eu quelques sueurs froides quelques temps après les événements, surtout entre le moment où les événements se sont passés et le moment où on leur a dit que l'homme avait été arrêté finalement. Maintenant, je vais vous présenter l'histoire de William. William nous dit qu'il était sur le trajet pour rentrer chez lui à pied. Il était sorti pour s'acheter une de ses barres de chocolat préférées, un chocolat à la menthe. C'est vrai que glacement de pépites de chocolat, c'est pas mal. Alors qu'il est en train de rentrer chez lui à pied, il y a une voiture qui passe à côté de lui et tellement concentrée sur son bonheur, c'est-à-dire manger sa barre de chocolat, il ne remarque même pas la voiture passer à côté de lui. À un moment donné, il veut traverser la route et il dit à la voiture de passer et que lui traverserait après, sauf que la voiture insiste pour que William passe devant lui. William n'insiste pas, il traverse et à un moment donné, William passe à côté d'une sorte de complexe d'appartements qui a un parking qui se situe à l'extérieur du complexe. La voiture clairement a suivi William, mais William ne l'a pas remarqué. Il se dit que c'était peut-être quelqu'un qui vivait au complexe d'appartements parce que la voiture se gare sur le parking. Un homme sort de cette voiture, un homme avec un polo noir. Donc William, en le voyant, pense que c'est quelqu'un soit qui rentre du travail, soit un livreur, quelque chose comme ça, parce que sa tenue semble assez professionnelle. Pour que vous ayez un peu le contexte en tête, William a traversé la route, la voiture
a suivi William et l'a dépassé, s'est garé sur le parking du complexe d'appartements. Donc William allait repasser devant la voiture. Il l'a croisé 2 fois. Et au moment où il passe à côté de la voiture, l'homme interpelle William en lui proposant 20 $. Il lui propose comme ça 20 $. William demande naturellement pourquoi. Et l'homme lui répond, mais William n'arrive pas à comprendre ce que l'homme dit. Évidemment, William n'accepte pas de l'argent comme ça d'un inconnu, donc il refuse. Et d'un coup, l'homme attrape William par la taille et il commence à le traîner vers sa voiture. L'homme a essayé de mettre sa main sur la bouche de William, mais William a réussi à parer entre guillemets son coup. Donc William comprend que l'homme voulait mettre la main sur la bouche de William pour qu'il ne puisse pas émettre le moindre son, mais sa tentative ayant échoué, William crie aussi fort qu'il le peut. Il essayait d'attirer des passants qui pouvaient se trouver à proximité. William étant assez jeune, l'homme a réussi à le faire monter dans sa voiture et il a fait un mouvement incroyable. William a été jeté dans la voiture, donc il se retrouve sur le dos, sur la banquette arrière. Il a réussi à se décaler un peu pour pouvoir placer sa jambe au niveau de la portière arrière, donc l'homme en fait a voulu claquer la porte, mais elle ne s'est pas fermée parce que William a intercepté la fermeture. L'homme, pensant que la porte s'est verrouillée, a commencé à faire le tour de la voiture et il s'est retrouvé au niveau de la portière conducteur. Et William en a profité à ce moment-là pour sortir rapidement de la voiture et partir aussi vite qu'il le pouvait. Une fois à bonne distance, il a sorti son téléphone et il a appelé sa mère. Il est resté au téléphone avec sa mère tout en sprintant jusqu'à sa maison. William put rentrer en sécurité jusqu'à sa maison. Quand la mère est rentrée rapidement, parce qu'évidemment quand tu apprends que ton fils a failli se faire kidnapper, je pense que tu réagis très vite. La police a été contactée, une déposition a été déposée, mais malheureusement l'homme qui a essayé de kidnapper William n'a jamais été retrouvé. William dit qu'il avait quelques cours d'autodéfense à son actif, donc ça l'a sûrement aidé à notamment parer la fameuse main qui était censée l'empêcher de crier. Mais en tout cas, il est très heureux d'avoir agi de la manière dont il a agi, de ne pas s'être figé et de juste ne pas réagir, mais de s'être battu pour sa vie, parce que justement, c'est l'enchaînement de ces actes qui ont permis d'arriver à la conséquence de William qui n'a pas été kidnappé et qui reste bien portant. Il prévient également qu'il ne faut jamais évidemment accepter d'argent d'un inconnu comme ça, dans la rue, sans raison, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être de bons samaritains et vouloir juste faire un geste de charité, mais il y en a d'autres qui se servent de ce genre de moyens pour justement arnaquer, duper, et dans des cas comme celui de William, kidnapper. C'est là que le témoignage de William s'arrête. On est évidemment fort heureux que William s'en soit sorti sans séquelles, même si je pense qu'il y a des séquelles psychologiques qui demeurent. Il est probable que William, quand il marchait ensuite seul dans la rue, se demandait si cet homme allait revenir dans sa vie ou pas. En tout cas, de ce que William raconte, ça n'a pas l'air d'avoir été le cas. Mais dans les commentaires de ce thread Reddit, c'est là que j'ai vu quelque chose d'assez intéressant et qui rajoute un peu de tension à cette histoire. C'est qu'il semblerait que un tueur en série très connu, Jeffrey Dahmer, utilisait cette technique pour attirer des gens chez lui. Alors je ne suis pas spécialiste sur le sujet, je ne me suis pas intéressé plus que ça sur l'affaire, donc peut-être que je dis des bêtises, mais de ce que quelqu'un disait dans les commentaires du thread, il semblerait que Jeffrey Dahmer proposait de l'argent à des gens pour qu'ils aillent chez lui, là où il disait qu'il allait les prendre en photo, faire un shooting photo, et en fait chez lui, il les tuait. Est-ce que c'est une technique qui a été utilisée par cet homme-là, et donc William n'a pas échappé simplement qu'à un kidnapping, mais également à une mort? Ça, on ne le sait pas, et je préfère ne pas le savoir plutôt que d'en être sûr, mais que William ait perdu la vie. Et voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ces threads d'horreur en ma compagnie. C'était un plaisir pour moi de vous les partager. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai souhaité vous partager ces histoires spécifiquement. J'espère que la vidéo vous a plu, que ma narration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me soutenir. C'est vraiment très important et merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les autres histoires qui vont arriver sur la chaîne. Si vous voulez rejoindre cette belle communauté qu'on est en train de construire ensemble. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Je le répète beaucoup, mais c'est important si vous souhaitez suivre mon aventure, si vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante qui vous est arrivée. Ne vous dites pas, si jamais vous hésitez à envoyer votre histoire, oui mais par rapport à ce qu'il raconte, c'est pas effrayant, ou c'est pas grand chose, ou c'est trop court. L'horreur est quelque chose de subjectif. Pour vous dire les choses simplement, certains vont avoir peur des araignées, d'autres, ça ne va pas les toucher du tout. Peut-être que vous, il y a une situation qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a effrayé. Eh bien, si cette situation vous a effrayé, ça suffit. Le but, quand je partage vos témoignages, c'est pas de faire peur à la majorité des gens qui regardent la vidéo. Le but, c'est de partager ce que vous avez ressenti et qu'on comprenne pourquoi vous
En fait, ça vous a fait peur. Si vous avez également des histoires mystérieuses qui vous sont arrivées ou des sujets que vous voulez que j'aborde, pareil, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Si jamais vous n'avez pas l'application, il y a un mail dans la description où vous pouvez directement me contacter. Merci encore une fois du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi, c'était un plaisir de mon côté. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!